De passer un été en mode pause numérique. Pourquoi devrions-nous le faire et comment y arriver? Pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Fekrash Samira. Vous êtes psychologue clinicienne et directrice générale du Centre de recherche et d'application psychologique à Alger. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci, c'est un plaisir. Bonjour Widet. Bonjour. Alors, on parlera aujourd'hui avec vous de... Des parfums et soleil. D'accord. C'est pas une bonne combinaison. D'accord, Voilà. Très bien. Donc on revient tout à l'heure pour en parler de ce sujet. Tout à fait. Merci Wided. Madame Fekrash, c'est le sujet d'actualité. On en parle depuis ces dernières années, on en parle beaucoup même. Pourquoi la surconsommation des écrans devient-elle un vrai sujet de société? Exactement. Disons que les 10 dernières années, il y a eu un focus qui a été fait sur l'impact des écrans, sur le développement de l'individu à toute tranche d'âge, mais tout particulièrement sur les enfants. Et on a vu que ces dernières années, même les pays qui avaient introduit le numérique dans les méthodes d'enseignement sont revenus sur cette décision. Donc l'impact est énorme. Ça limite un petit peu la créativité et l'innovation chez l'enfant. Ça limite aussi le développement psychocognitif chez l'enfant et la motricité fine aussi. Donc, même la concentration, je la pense. concentration, exactement. Donc, quand on parle de motricité fine, c'est la concentration, c'est l'attention, c'est la concentration diffusée, donc arriver à être concentré sur un objectif, mais aussi sur tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, maintenant, les enfants qui ont l'habitude d'être face aux écrans à un âge très, très jeune, cette faculté est très limitée chez eux. Donc c'est pour ça que dans beaucoup de pays qui avaient introduit par exemple l'enseignement via la tablette au lieu d'utiliser le livre scolaire, sont revenus sur cette décision et reviennent à la méthode classique d'enseignement. Donc il est important d'avoir une éducation et une connaissance aussi et un savoir sur l'utilisation des écrans et limiter cette exposition des écrans, surtout chez les jeunes enfants de moins de 3 ans. Alors que ce qu'on voit par exemple dans notre mode de vie au quotidien, c'est qu'on est tout content de dire ah oui, mon fils ou ma fille qui a 9 ou 10 mois, qui n'a pas encore toute l'autonomie motrice nécessaire, arrive à prendre par exemple, quand on lui met le téléphone devant elle ou une tablette, elle commence à changer de page. On est tout fiers de ça, alors que réellement on doit avoir peur et se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos enfants. On est en train de limiter leur développement psychocognitif et on est en train de porter atteinte. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'enfants autistes aujourd'hui. Il y a la problématique, il y a la problématique de on parle l'autisme. d'enfants des écrans. On parle aussi surtout, c'est les enfants des écrans, parce qu'on a aussi de faux diagnostics d'autisme. C'est dû à une mauvaise éducation dans la manière de faire avec l'enfant. Quand on expose nos enfants, par exemple, aux écrans très, très jeunes, parce que quand on parle d'écran, ce n'est pas seulement le téléphone portable ou la tablette, même la télévision. C'est la télévision. Donc, on sait que, par exemple, il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup de la dangerosité de mettre l'enfant face à la télé, et c'était l'avènement des nouvelles chaînes dédiées aux enfants, exactement, et qui limitaient le développement de l'enfant. Donc, on voyait beaucoup de retard, par exemple, dans l'acquisition du langage chez l'enfant. La motricité aussi, donc l'autonomie d'action et la manière aussi de parler de manière robotique. Donc, parfois on passait à côté, on disait que c'est un autisme, alors que réellement non, il fallait seulement réadapter notre manière de faire, notre éducation, notre savoir vis-à-vis de l'enfant, parce que on n'est pas parent de manière innée, on apprend. Et ce n'est pas une tare de faire une erreur. L'erreur est quand on ne corrige pas son erreur. Et la meilleure méthode d'enseignement, c'est l'exemple. Donc il faut donner l'exemple aux parents qu'à tout moment, on peut apprendre, on peut s'initier au développement cognitif des enfants, aux attentes qu'on a de nos enfants aussi. Parce que parfois, en tant que parents, surtout en tant que jeunes parents, parfois on a des attentes qui sont surdimensionnées. Donc apprendre à revenir à la réalité, pour apprendre à revenir à la réalité, c'est pas une méthode d'enseignement. Donc ouvrir aussi des cercles de pensée, mais aussi des cercles de parole entre
entre parents pour les initier à la méthode d'éducation de leurs enfants et comment aussi se comporter face à toutes les nouvelles technologies qui font partie de notre vie. On a beau... C'est normal. Justement, j'y reviens. Je mets un accent sur ce point. On est en période de vacances, justement, Madame Fekrache. Et existe-t-il des seuils justement d'exposition recommandés, notamment pour les enfants? Alors, parce qu'on ne peut pas les déconnecter impossible. complètement. Impossible. Est-ce qu'il y a une durée Alors voilà, il est important d'introduire le concept de timing. Donc dans notre manière de nous exposer aux écrans et de donner l'exemple aussi à nos enfants. On me parlait hors antenne que maintenant le problème ce n'est pas seulement les enfants mais même les adultes et les papis et les mamies qui passent beaucoup de temps face aux écrans. C'est tout le monde qui s'y met. Exactement. Donc il est important de donner l'exemple et de dire par exemple on donne une ligne de conduite. On ne peut pas interdire parce qu'on le voit surtout pendant les vacances, les parents qui parce que l'enfant n'a pas eu de bons résultats scolaires pendant l'année. On va le punir. Ou voilà, on va le punir, ou bien il a fait une petite bêtise pendant les vacances et on va le punir. Pas de connexion, pas de téléphone, pas de tablette, etc. Ce n'est pas possible parce que disons que l'évolution de l'éducation, de l'école, c'est adapté à ces nouvelles technologies. Donc on ne peut pas isoler l'enfant de ces nouvelles technologies. Maintenant, il faut lui apprendre à comment utiliser ces écrans à bon escient. Donc à bon escient, c'est pourquoi la dangerosité de passer beaucoup de temps face aux écrans. Donc quand l'enfant prendra conscience que pourquoi il faut limiter le timing face aux écrans, là il va être partie prenante de cette hygiène de vie qu'on va lui donner et on va donner l'exemple en tant que parent parce qu'on va se limiter aussi. Donc avant l'âge de 3 ans, on ne met pas d'écran face à l'enfant et on limite au maximum. Entre l'âge de 3 et 7 ans, éviter que l'enfant passe plus d'1 heure d'affilée face aux écrans. Donc arriver à créer des jeux, par exemple à mettre un sablier et dire que dès qu'on le termine, on fait une petite pause, on fait autre chose et on revient et on utilise l'écran. Donc c'est assez ludique pour l'enfant. Mettre un petit réveil aussi et ça nous permet de nous ressaisir, même nous en tant qu'adultes, parce que parfois on s'oublie. C'est les vacances, mais en tant que parent, parfois on est pris par nos obligations professionnelles. On se retrouve à être face à son PC et on demande à l'enfant de se déconnecter. C'est pas possible. Donc donnons aussi l'exemple à nos enfants. Donc on met un petit réveil et chaque demi-heure, on se fait une petite pause. On fait autre chose et on revient terminer ce qu'on est en train de faire. Et même par la suite, donc après l'âge de 7 ans, il est important de se limiter à des pauses à chaque connexion ou à chaque exposition aux écrans. On se fait une pause après 20 minutes parce que ça permet aussi à notre système neurovégétatif de reprendre. Ça permet aussi d'éviter les problèmes des lésions au niveau des yeux parce que le fait d'être face aux écrans, on est focus, donc on est en train de fatiguer notre nerf optique et cette concentration excessive face aux écrans et à cette lumière bleue. Il y a beaucoup d'adultes, on parlait d'adultes qui sont aussi accros au smartphone. On a cette fâcheuse habitude de voir quelques vidéos, de surfer sur Internet le soir. Exact. Donc ça perturbe notre sommeil. Ça perturbe le sommeil, ça perturbe notre capacité à se reposer. Et ça nous expose aussi aux lumières bleues. Aux lumières bleues qui vont occasionner des migraines. Donc on le voit maintenant, c'est très fréquent, tout le monde se plaint de migraines, même chez l'enfant, alors que c'est une chose qu'on ne voyait pas auparavant, c'était vraiment rare, c'était dans le cas de certaines pathologies qu'on voyait la migraine apparaître chez l'enfant. Maintenant, elle apparaît due à l'exposition excessive aux écrans dans des conditions qui ne sont pas favorables, donc être par exemple dans le noir et allumer son smartphone ou bien son PC, même dans les jeux collectifs qui sont en train de jouer en virtuel, on voit que surtout chez les adolescents, ils cherchent à être dans le noir et à créer une certaine ambiance, mais qui va à l'encontre du bon sens, parce que ça va fatiguer les yeux, donc le nerf optique, ça va amener des migraines, ça donne des nausées, ça donne des problèmes au niveau de la digestion, donc surtout le soir. Déjà en été on dîne tard,
C'est ça. Le fait de s'exposer aux écrans, et parfois on a l'écran face à nous quand on est en train de manger à C'est table. vrai, ça devient une habitude. Ça devient oui. une habitude. Et là, je tire la sonnette d'alarme en disant faites attention parce qu'on se dit non, je fais sortir mes enfants, mais on va par exemple dans un restaurant, on verra que chacun, les parents sont sur leur smartphone, les enfants ça. sur leur smartphone, On ils sont en partage train plus de rien manger, ensemble, oui. mais réellement, même point de vue gustatif, ils ont oublié, ils ont omis cette appréciation du goût. Du goût. Donc, ça a un impact aussi sur le goût, sur, sur le fait de digérer de manière sereine et que ça soit aussi assez convivial. Et là, je profite de ça, de dire aux parents aussi, parce qu'on voit par exemple dans certains, quand on est par exemple dans un restaurant, même dans des réunions familiales, un des parents décide de dire ok, pas de téléphone, on enlève les téléphones. Mais enlever le téléphone, c'est pour créer un climat convivial, ce n'est pas pour faire des reproches à ses enfants. Justement, on allait parler justement de pause numérique. Comment mettre en place une pause numérique en famille durant ces vacances? Alors déjà, il est très important, la pause numérique doit arriver au moins une fois par an. 3 semaines, 21 jours. 21 jours pour oublier les mauvaises habitudes. Oui. On prend une mauvaise habitude en 21 jours. Pour l'oublier, il nous faut 6 semaines. D'accord. D'accord. Donc si on arrive à se déconnecter déjà pendant 3 semaines et idéalement pendant les 6 semaines, vraiment on est en détox. D'accord. Pour aller vers cette détox, il faut, comme je disais, il faut donner l'exemple. Donc en tant que parent, commencer par soi. Par soi. En tant que parent, on doit donner l'exemple à ses enfants. Et pour donner cet exemple, il faut se mettre un objectif. Pourquoi on le fait? Donc pourquoi cette détox? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle va nous apporter un équilibre émotionnel, elle va nous apporter un équilibre cognitif, ça va ouvrir nos perspectives d'innovation, de créativité, parce qu'on a besoin d'ennui. Beaucoup de parents, ils se disent, oui, ils s'ennuient, c'est pour ça qu'il est en train de faire des bêtises. C'est ce que nous dit Wided à chaque fois, c'est notre médecin chroniqueuse. Elle nous dit, l'ennui, c'est bon pour la santé. Très bon. Avant, l'ancienne génération, ma génération, on avait l'ennui. Et c'est avec l'ennui qu'on a développé plein de choses. Vrai, on a développé des loisirs. Vrai. Maintenant, l'enfant, on le limite, on ne le laisse pas s'ennuyer. Il a besoin de s'ennuyer. Il est tout le temps occupé par pour devenir plus créatif. Plus créatif, exactement. La créativité, l'innovation, la flexibilité dans le système de pensée, l'ouverture d'esprit vient de l'ennui. Mais si on ne laisse pas nos enfants s'ennuyer, à quel moment ils vont développer ça? Donc, ils seront toujours des personnes assistées. Et on a maintenant le plus dangereux dans tout ça, c'est qu'on est assisté par l'intelligence artificielle qui est en train de réfléchir à notre place, qui est en train de rédiger à notre place, qui est en train de planifier notre quotidien à notre place, qui est en train de remplacer la vie sociale par ça fait peur. Là, ça fait peur. Exactement. Donc, des personnes, même en couple, même avec leurs enfants, au lieu de discuter entre eux, ils sont là à discuter avec l'IA. Et ils vous diront, oui, l'IA me connaît mieux que les autres. Mais c'est nous qui avons donné cette opportunité à l'IA. Qui est en train d'alimenter l'IA? C'est nous. Donc, apprenons à avoir ce discours avec nos enfants. Notamment chez l'adolescent. Chez l'adolescent et chez la personne âgée aussi. Je profite de pour les personnes âgées qui vivent peut-être seules. Donc, ils ont besoin d'un... Même en société, même qui vivent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Ils sont là dans leur bulle, sur les réseaux sociaux, et ils passent beaucoup d'heures. Vous ne voyez pas ça avant, et ça, c'est Madame dangereux. Partache. Avant, ça n'existait pas. Avant, les gens étaient réfractaires déjà à la technologie, chez les personnes âgées. Alors âgées. que maintenant, tellement on a introduit les nouvelles technologies et c'est devenu une nécessité, les gens se sont lissés un petit peu dans cette manière de faire et sont devenus dépendants des réseaux sociaux, sont devenus dépendants de l'intelligence artificielle et ils trouvent de la compagnie dans cette intelligence artificielle. Donc c'est là où il faudra tirer la sonnette d'alarme et créer ces pauses numériques qui sont importantes et primordiales dans notre vie. Si on veut garder la cohésion sociale, si on veut éviter de tomber dans le piège qu'on a eu pendant la crise sanitaire, où il y a eu un amalgame entre distanciation physique et distanciation sociale, et ça a fait que les gens sont restés dans leur bulle et ont préféré rester dans le virtuel. Et disons que cette approche qu'on a maintenant des réseaux sociaux et du numérique est due à cette crise sanitaire qui a fait que les gens se sont retrouvés dans les réseaux sociaux et sont devenus dépendants de ces réseaux sociaux. Donc il est important maintenant de réguler tout ça et de se dire stop.
C'est une décision personnelle. On ne peut jamais l'imposer aux autres parce qu'on le voit, par exemple, les parents qui essaient d'obliger leurs enfants à être dans une pause numérique en enlevant le modem, en enlevant la connexion, en enlevant le téléphone. Ils trouveront toujours le moyen de trouver une connexion, de se connecter, de prendre le téléphone de la grand-mère, du grand-père. Justement, quels sont, Madame Fekrache, les conseils que vous pouvez donner pour passer un été apaisé? Alors déjà, faire un pacte en famille, de se dire, ok, moi je décide de faire une pause, on commence par un jour. On ne va pas vers les 3 semaines d'affilée. Je pense que commencer par quelques heures. Quelques heures, déjà, si on arrive à faire quelques heures. Par la suite, de manière graduelle. Et je trouve que la meilleure manière de faire adhérer nos enfants, et même d'adhérer en tant que personne, utiliser le sablier. Parce que le sablier, c'est même pas, disons, maximum, c'est 10 minutes. Donc déjà, si on fait une pause de 10 minutes, on commence par une pause de 10 minutes. Par la suite, on se dit, ah non, moi, je peux faire 20 minutes. Et l'autre, il va dire, ça devient un défi. C'est un challenge, c'est un défi, voilà, c'est un jeu. Et demain, on va faire encore plus. Qui va faire plus? Donc, si, par exemple, on arrive à faire plus, on est gratifié. La gratification, ce n'est pas un cadeau matériel, c'est bravo, c'est être fier. C'est comme on est tout fier de dire que mon fils ou ma fille a eu un 19 ou un 20, de dire ma fille est déconnectée ou mon fils s'est déconnecté pendant 10 minutes, pendant une demi-heure, pendant une journée. Justement, Madame Fekrache, existe-t-il des signes de déconnexion réussis? Alors, les signes de déconnexion réussis, c'est quand on arrive à avoir son téléphone devant soi et on ne cherche pas à scroller, on ne cherche pas à voir est-ce qu'on a reçu une notification ou pas. Surtout ça. Donc ça, c'est la première des choses. On dort mieux. On n'a plus d'insomnie. On dort, même si on fait une petite sieste de 5-10 minutes, on est en forme. C'est vrai. On n'a plus de migraines, on n'a plus de problèmes musculaires. Donc surtout au niveau du cou, du dos et du bas du dos. Même au niveau de la main, parce qu'on voit maintenant des tendinites. Voilà, le syndrome du canal carpien. Exactement. Donc chez les jeunes, chose qu'on ne voyait pas avant en consultation. Avant, c'était rare vraiment quand on voyait un enfant venir qui se plaint de douleurs au niveau de la main ou du bras. Maintenant, on les voit très jeunes venir en consultation pour ce genre de douleurs. Donc ça, c'est aussi un signe que vraiment on est en détox et que la déconnexion des écrans a été réussie et on a une meilleure digestion. Donc moins de problèmes digestifs et moins de problèmes au niveau du côlon, des crampes au niveau de l'estomac, les nausées qui vont disparaître parce que être face aux écrans, ça donne beaucoup de nausées. Très bien, merci beaucoup Madame Fekrache pour tous ces conseils. J'espère que les parents, même les parents vont adhérer à ces pratiques. Il est primordial que les parents et les grands-parents donnent l'exemple. Grands et petits, parce qu'on a parlé de grands aussi aujourd'hui. Merci. Donc on parlait de tendinite avec notre invité et c'est tout de suite place à l'ordonnance du jour avec notre médecin Wided Agabi. Wided, rebonjour. Rebonjour Hassan. Alors, on a cette fâcheuse habitude de se parfumer en plein soleil. Alors. Tout à fait. Donc, on adore, on aime bien être, c'est-à-dire avoir un parfum comme ça. Sentir bon aussi, voilà. Donc, mais le problème, c'est qu'en été, on le fait même à la plage. Donc, on se parfume comme ça et on s'expose au soleil directement. Et c'est pas bon? C'est pas bon, justement. C'est pas bon parce que déjà, les parfums contiennent des produits chimiques. Aujourd'hui, on utilise plus des brumes du corps que des parfums. Tout à fait, mais ça existe, dans ces brumes, ça existe toujours des fixateurs, ça existe des produits chimiques, donc c'est pas vraiment quelque chose de naturel. Donc avoir ces produits sur la peau, surtout les peaux les plus exposées, notamment visage, cou et décolleté, ce sont les peaux les plus fragiles, les plus exposées. Et si on va rajouter encore un parfum avec le soleil, c'est bonjour les taches brunes. Voilà, donc les taches brunes, parmi les causes, c'est le soleil. En plus de ça, si on ne se protège pas avec une protection solaire, une crème solaire, et on rajoute ce produit chimique qui est le parfum sur notre peau, on va avoir ces taches brunes rapidement. Dont souffrent beaucoup de personnes. Tout à fait, tout à fait. On le remarque d'ailleurs. Donc, ce qui est, pourquoi justement ces produits chimiques sont mauvaises pour notre peau, c'est que
ça peut provoquer des réactions allergiques quand on est exposé au soleil, notamment des démangeaisons, des rougeurs. Et c'est ce qui fait que ces rougeurs et ces démangeaisons qui vont justement donner par la suite des places à des taches brunes. Donc, et ça peut aussi chez certaines personnes donner carrément la réaction allergique. Voilà, donc qu'on a l'habitude de voir. Donc rougeurs, démangeaisons, des boutons qui vont apparaître. Très désagréable. Oui. Voilà. Et avec tout ce qui est allergie estivale, on va encore rajouter ça. C'est beaucoup. C'est énorme. Voilà, donc les produits chimiques qu'on peut avoir dans les parfums, notamment les fixateurs, il y a des produits qui sont en rapport avec les agrumes, notamment citron et orange qu'on a. Généralement, on veut sentir cette fraîcheur et on retrouve cette fraîcheur dans tout ce qui est parfum à base d'agrumes. Donc ce sont ceux qui des contiennent perturbateurs endocriniens. oui, oui, tout à fait. Donc il y a plein de perturbateurs endocriniens. On a déjà parlé de ça justement. Donc déjà, tous les produits cosmétiques d'aujourd'hui, il faut faire très très attention. On les met directement sur la peau et ça perturbe nos hormones. Et donc c'est ce qui cause aujourd'hui tous les problèmes hormonaux, notamment l'infertilité, le syndrome métabolique, certaines maladies comme le diabète. Donc il faut faire très très attention. On peut sentir bon, mais d'une autre manière. Alors comment? Par exemple, parfumer les vêtements. Donc, au lieu de mettre le parfum sur la peau, oui. voilà, parfumer les vêtements qu'on va porter ou aussi parfumer les cheveux. Mais il faut faire attention, pour les cheveux, il faut utiliser vraiment un parfum pour les cheveux, donc qui ne va pas abîmer nos cheveux aussi. Donc, on prend soin de notre peau, mais aussi de nos cheveux. Voilà. Et toujours se protéger du soleil, donc c'est-à-dire être à l'abri du soleil ou carrément si on est sous le soleil, protéger notre peau avec une crème solaire. Donc, l'idéal, c'est SPF 50. Voilà, surtout en été. Mais je voulais juste signaler les parents qui parfument leurs enfants. Donc il faut faire très attention. Ça peut donner des allergies respiratoires. On a déjà vu ça. Et des allergies cutanées. Donc faire très attention. Alors là, les exposer au soleil. Tu as donné en fait la solution WeDead, c'est de parfumer les vêtements, tout simplement. Tout à fait. Mais même pour parfumer éviter tous ces problèmes de santé. Tout à fait. Donc même parfumer les vêtements des enfants, faire très attention. Aussi. Parce que aussi, parfois, quand le parfum il est très fort, ça peut provoquer justement des réactions allergiques respiratoires chez les enfants. Et ça peut parfois tourner en drame. C'est-à-dire il va faire une asphyxie à cause de ce parfum. Donc faire très attention. Qu'en est-il, WeDead, des lessives parfumées, notamment pour les vêtements des enfants? Aussi, donc aujourd'hui, même alors lessive, produits ménagers, tout ça c'est des perturbateurs endocriniens. Il faut qu'on éloigne nos enfants le maximum des perturbateurs endocriniens. Ça commence déjà dès la grossesse. Donc dès la conception, nous en tant que maman, il faut qu'on s'éloigne des perturbateurs endocriniens, vérifier, lire l'étiquetage. Les perturbateurs endocriniens malheureusement aujourd'hui sont présents partout. Dans l'alimentation, les produits qu'on utilise cosmétiques, ménagers, comme tu l'as dit, tout ce qui est pour lessive. Oui, voilà. lessive, oui. Tous les produits contiennent des perturbateurs endocriniens. Il existe aujourd'hui des applications qu'on peut avoir sur le smartphone, qu'on peut scanner carrément le code barre et on aura directement si ce produit il est bon pour notre santé, est-ce qu'il contient des perturbateurs endocriniens ou pas. Voilà. Merci. Revenir au naturel peut-être. Oui, exactement. Oui. Exactement. On ne cesse de le dire dans cette émission. Merci beaucoup WeDead pour tous ces conseils. Merci à toi. Et à très vite, Inch'Allah. Avec plaisir. Merci. Madame Fekrache, donc on revient pour terminer cette émission. Je me suis beaucoup arrêtée sur les personnes âgées. Donc que faut-il faire aujourd'hui pour... Ils cherchent de la compagnie. Donc que faut-il faire pour qu'ils soient mieux entourés, ne pas avoir ce besoin d'utiliser le smartphone? Exactement. Donc une personne âgée qui va se réfugier sur le virtuel, donc sur les réseaux sociaux, être face à son écran et à son smartphone qu'elle ne lâche pas, c'est un signe que c'est une personne qui n'est pas écoutée autour d'elle. C'est une personne à qui on ne donne pas assez de temps. Donc apprendre à offrir son temps aussi à ces
personnes âgées, à les valoriser, à leur donner leur place réelle. Parce qu'avant, la personne âgée, c'était le référent de la famille. C'était la personne qui nous donnait de la sagesse, qui nous guidait aussi dans notre manière de faire. Maintenant, on a cette fâcheuse manie de dire oui, ce n'est plus tentant, tu ne peux pas t'adapter à la vie moderne, tes idées correspondent à une ère qui ne correspond plus maintenant. Donc le fait de dévaloriser cette personne âgée de la sorte fera qu'elle va fuir. Elle va fuir dans le virtuel. Et c'est ce qui fait que maintenant on trouve que beaucoup de personnes âgées sont sur leur smartphone. Surtout que le problème qui se pose avec la personne âgée, avec le temps, on perd de notre capacité d'audition. Donc on a des problèmes d'audition, on est mal appareillé, ce n'est pas à la portée de tout le monde les piles pour les appareils. Donc la personne âgée va préférer faire cet investissement sur autre chose, sur une nécessité de la vie quotidienne que de s'appareiller elle-même ou de mettre par exemple d'acheter les piles qui sont défectueuses rapidement. Donc le fait de ne pas pouvoir bien entendre et bien recevoir le message qui lui est donné des autres, elle va se réfugier donc dans le silence et combler un petit peu ce silence par le virtuel. Donc prenons notre temps avec ces personnes âgées, donnons de notre temps, de notre écoute et être très accompagner ces personnes âgées à revenir à une vie sociale réelle, pas virtuelle. Merci beaucoup, Madame Samira Fekrache. Je rappelle, vous êtes psychologue clinicienne et directrice générale du Centre de recherche et d'application psychologique à Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'était agréable et j'espère que nos chers amis téléspectateurs vont bien suivre tous ces conseils que nous avons donnés dans cette émission. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et j'espère que